Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. On le voit depuis le début de cette émission, oui, la France bouge, oui, elle se transforme, oui, elle reconstruit pas à pas son industrie. On en parle avec le président de France Industrie, Alexandre Sobo, et avec Olivier Sichel. Bonjour. Bonjour Carole Ferry. Vous êtes le directeur de la Banque des Territoires, créée par l'État en 2018 pour redynamiser nos territoires. Votre rôle, c'est de conseiller, de financer, d'accompagner les territoires dans cette dynamique économique. Alors, quel rôle vous jouez exactement dans cette réindustrialisation du pays ? Alors on finance les murs d'usine, le foncier. Alexandre Sobo l'a dit, pour installer une usine, il faut un territoire. Et donc il faut que ça se passe bien pour le territoire, qu'on raccorde l'usine au débit, à la route, aux égouts, à l'aménagement d'eau. Et nous on finance cette partie-là auprès des entrepreneurs. Les entrepreneurs, souvent ils n'ont pas envie de posséder leur usine. Comme vous pouvez être locataire ou propriétaire. Beaucoup préfèrent être locataires. Il faut à ce moment-là qu'il y ait un intervenant, et c'est la Banque des Territoires qui finance ces murs. Vous financez sous forme de prêt, il n'y a pas de subvention. Non, alors nous on est une banque, donc on ne subventionne pas, on prête, mais plus important pour l'entrepreneur, on investit. Mais la BPI, c'est-à-dire qu'on une est banque, propriétaire. mais c'est une banque publique d'investissement. Et elle prête et elle investit. Il y a une grosse différence, Carole Ferry, il faut le rappeler. Le prêt, vous attendez à être remboursé. L'investissement, vous devenez actionnaire, soit aux côtés de l'entrepreneur, soit vous détenez les murs d'entreprise. C'est un investissement beaucoup plus long. Vous êtes là pour le long terme. C'est-à-dire que si l'entrepreneur rate, à ce moment-là, vous tombez avec lui. Et si je n'ai plus d'entreprise qui loue mes murs, je me retrouve avec les murs sur les bras. Et c'est la grosse différence, si vous voulez, entre la Banque des Territoires ou BPI et puis les autres banques, c'est que nous, on est des partenaires de très long terme, engagés par le long terme. Et c'est ce qui justifie notre caractère public. Mais alors justement, nous on a interrogé pas mal de chefs d'entreprise et ils nous ont dit, oui, mais quand on veut avoir des aides publiques, un prêt auprès des financeurs publics, il faut d'abord qu'on ait un prêt auprès de la banque. Et ça, c'est très difficile à obtenir. Le but, c'est qu'il y ait une crédibilité du projet. Et donc, il faut que les banques privées, elles aient regardé le projet et que nous, on ne se fasse pas le travail à la place des banques privées. Donc, il faut qu'il y ait des gens dont c'est le métier qui aient dit, oui, ce projet est solide, je vais l'aider. Et à ce moment-là, ça peut pas être votre métier, vous, ça, de voir, oui, le projet est solide ? On le fait beaucoup. Et souvent, ce qui se passe, en fait, c'est que la relation est inverse. C'est que c'est nous qui allons faire ce travail d'analyse et c'est ensuite les banques qui vont venir en se disant, soit BPI l'a fait, soit la Banque des Territoires vient, et on vient crédibiliser le projet. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même qui ont du mal à convaincre, qui mettent parfois plus d'1 an. Vous dites 2 ans pour reconstruire l'usine, mais enfin, s'il faut déjà 1 an pour boucler le budget, enfin, tout ça freine un peu. Alors ça freine. Parfois, les projets sont mauvais. On ne peut pas prêter non plus à n'importe qui, n'importe comment. On peut pas prêter à n'importe qui et sur n'importe quel projet. Bien sûr. Notre but, c'est de les faciliter. C'est pour ça que vous l'avez dit au départ. Toute notre démarche de conseil est important, de dire attention, dimensionnez bien votre projet, prenez en compte le temps, prenez en compte votre marché, les énergies. Et donc on fait en sorte que ce projet, il ait toutes les chances de marcher. Notre but, c'est pas de financer une entreprise qui après va déposer le bilan avec les drames qu'on connaît, c'est que cette entreprise, elle ait toutes les chances de succès. Et on l'aide et on le fait. Mais c'est vrai que les entrepreneurs, et c'est leur nature, et tant mieux, ils sont optimistes, ils ont envie d'y aller. C'est par nature optimiste, les entrepreneurs, c'est vrai. Quels sont les freins que vous rencontrez sur les terrains ? Quels sont les freins que vous voyez pour ces entreprises et quels sont vos leviers, vous, pour les aider ? Alors, souvent, les freins, nous, on va intervenir, je vous dis, dans la partie foncière, dans la partie trouver un territoire. Il y a d'abord, Alexandre Sobo l'a dit, un problème d'image. Les gens ont encore une image que l'industrie, c'est des hauts fourneaux, c'est polluant, c'est germinal. En fait, donc il y a ce travail d'image et Alexandre Sobo le disait, si les gens allaient plus dans les industries, ils verraient que les industries nouvelles sont des industries très très propres, avec des emplois à forte valeur ajoutée, et que la fabrication des objets aujourd'hui au XXIe siècle, c'est pas la fabrication de l'acier dans les hauts fourneaux au XIXe siècle. C'est l'usine 4.0 aujourd'hui. Exactement, l'usine 4.0. Une très grosse partie technologie. Et puis, c'est souvent d'ailleurs des industries qui tournent autour de la transition écologique et environnementale. Je vais vous donner un exemple. On investit à Chirol, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, dans une entreprise, pas très loin de Grenoble, une entreprise qui s'appelle Aledia, qui va faire des écrans de basse consommation énergétique pour les smartphones. C'est une technologie qui vient du CEA et c'est quelque chose qui va permettre de moins consommer d'énergie en utilisant les écrans. On investit à Montbéliard, on est en Bourgogne-Franche-Comté, dans la partie franc-comtoise, pour Forestia,
qui va construire des réservoirs à hydrogène pour les nouveaux véhicules à hydrogène. On investit près de Saint-Étienne. On descend un petit peu dans Lactips, qui fabrique des plastiques à partir de caséine de lait, donc pas à partir du pétrole. Donc là, on n'est pas dans le CO2. Donc on est dans l'air du temps. On est dans l'air du temps, et on est, et Alexandre Sobo le disait, c'est intéressant, on n'est pas dans de la relocalisation industrielle. On ne fait pas revenir de Chine des entreprises qui fabriquent des baskets, on ne fait pas revenir des aciéries qui sont parties en Chine. On fabrique de nouveaux objets avec de nouveaux processus qui sont souvent décarbonés. Monsieur Alexandre le disait, pour son entreprise, il fait un sourcing à moins de 2 heures. Et les entreprises industrielles que l'on fait, elles ont très à cœur d'avoir un bilan carbone qui soit le plus intéressant possible, avec un sourcing proche, avec des processus qui émettent peu de gaz à effet de serre, et avec même parfois une prise en compte de tout ce qu'ils peuvent faire pour l'environnement à côté, de façon à être bien accepté par les territoires aussi. Alors j'ai une question qui paraît idiote, mais comment on fait en fait? On a besoin de territoire pour ces nouvelles usines, on a besoin de territoire pour notre agriculture, on a besoin de territoire pour reforester, on a besoin de territoire parce qu'on a de plus en plus d'habitants, on fait tout en vertical, comment on fait pour trouver encore des terrains? Ça se fait, les fermes verticales de plus en plus. Oui, c'est ça, on fait tout en vertical en fait, les forêts verticales, les usines verticales. Alors la première chose, c'est qu'on a la chance d'être dans un grand pays. On est un grand pays, la France, qui est vaste et large. Et ensuite, on a une bonne chance aussi, c'est que l'industrie, ça se met pas au cœur des métropoles. Là où il y a des problèmes de logement, c'est souvent dans les métropoles. Mais il y a peu d'industriels qui ont envie d'installer leur industrie à Paris intramuros ou au centre de Strasbourg, au centre de Bordeaux. Déjà, le foncier coûte cher. Voilà. Et puis les voisins ne sont pas d'accord. Oui. Les industries, elles se mettent souvent dans des petites villes, et souvent c'est le poumon économique de ces petites villes qui a du foncier disponible. Parce que comme je l'ai dit, il y a une zone de désindustrialisation, et parfois, ce qui existe dans ces villes-là, c'est ce qu'on appelle des friches. Et sur ces friches-là, là, il n'y a pas d'agriculture. Des fois, il faut dépolluer la friche. Et ça coûte très cher. Alors, ça, c'est ce qu'on finance. Nous, on finance ces dépollutions. Ça fait partie des grands axes de la Banque des territoires. Nous investissons dans des fonds dont c'est le cœur de métier de dépolluer ces terrains-là et de les revendre. Et je veux dire une chose, Carole Ferry, c'est même un métier rentable. Donc, pour une banque, on le fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va racheter des terrains qui sont pas à un très bon prix parce qu'il y a un effort de dépollution à faire. On finance la dépollution et après, comme l'a dit Nathalie, comme les terrains sont chers, d'avoir un terrain tout dépollué et puis qui a été raccordé au haut débit, raccordé tout au l'égout, avec un foncier accessible, ça a de la valeur. Et du coup, ça fait revenir les jeunes qui ont quitté ces territoires pour aller étudier en métropole et qui ont envie de revenir. Exactement. Oui, mais alors, est-ce qu'ils sont d'accord aussi pour revenir? Quand vous allez en pleine campagne, le Covid a peut-être changé les choses de ce point de vue-là, mais là, il y a un moment où tout le monde avait envie de venir dans les grandes villes. Est-ce que vous arrivez à attirer, est-ce que les entreprises, arrivent à attirer Alexandre Sobo, je le vois réagir. Non, mais je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est parce qu'on arrive à préserver un tissu industriel suffisant qu'on va avoir une école de qualité, assez de jeunes, qu'on va pouvoir avoir une vie culturelle. Alors après, il y a les sujets, Olivier le disait très bien, sur le raccordement, le haut débit. Il ne faut pas que les gens se retrouvent coupés du monde avec des moyens d'accès compliqués, la 2G sur leur téléphone et rien. Ouais. Mais justement, c'est parce qu'on va arriver à faire des écosystèmes où il y aura suffisamment d'activités. Et le Covid l'a montré, en fait, il y a une appétence pour ce genre d'environnement à condition qu'on offre une solution pour les enfants, un travail pour le conjoint. Des transports. Bien sûr, des transports, que ce soit public quand il y a suffisamment de monde, ou des routes pour que quand les gens doivent se déplacer en voiture individuelle, ils ne soient pas pris dans des bouchons. Il n'y a pas très longtemps, dans le Nord, quand on a rouvert une grande usine, il a fallu faire une sortie spécifique d'autoroute parce que avec les 400 personnes ou 500 personnes qui allaient travailler dans l'usine le matin, si on les faisait tous passer par la sortie suivante, c'était bouché pendant 1 heure tous les matins. Donc c'est tout ce travail qu'il faut faire pour que les gens aient non seulement envie, mais qui s'y trouvent bien, qui retrouvent des conditions de vie. Vous savez, ceux qui font 1h15 ou 1h30 de transport en commun en région parisienne pour aller travailler, c'est assez légitime qu'ils aspirent à autre chose, mais ils n'aspirent pas à s'enterrer quelque part. Oui. Et donc, ça, qu'est-ce qu'on leur offre? Et ça, c'est tout le travail de la Banque des territoires. Quand on dit haut débit, c'est la Banque des territoires qui a financé le raccordement débit dans les zones rurales, ce qu'on appelle les réseaux d'initiative publique. Et ça, on ne le dit pas assez, mais maintenant, les territoires ruraux, ils sont couverts de haut débit, ils sont couverts de fibre optique. Il y a encore quelques zones blanches quand même. Il y a encore quelques zones blanches, mais très très peu. Et les zones blanches, il y a
un programme de rattrapage qui est en train de déployer. Cette année, on a déployé à peu près 1 600 000 prises au débit uniquement en zone rurale. Donc là où c'est beaucoup moins rentable. Sur la mobilité, vous avez raison, vous allez me dire, oui, mais alors si les gens ils prennent leur voiture, c'est pas très bon pour l'environnement. On déploie des bornes de recharge de véhicules électriques, parce qu'on sait que les véhicules électriques vont se déployer, mais vous allez me dire, il faut qu'il y ait encore des bornes de recharge de véhicules électriques, et c'est une des métiers de la Banque des Territoires que de déployer ces nouveaux réseaux. Et on retrouve un peu le rôle qu'a eu la Caisse des dépôts dans le grand aménagement des territoires, cette infrastructure qui permet d'accompagner le pays, en faisant en sorte que on réduise les fractures territoriales et qu'on ait des équipements, des infrastructures qui permettent à la France de grandir. Vous nous parliez tout à l'heure là, des entreprises que vous étiez en train de financer. Vous dites on construit les murs. Ok, vous êtes en train de commencer à construire les murs. Ces entreprises, elles seront prêtes quand? Ça va être combien d'emplois? On est vraiment dans cette phase-là, c'est important. Je vais prendre un exemple, Insect, qui est une entreprise formidable, qui construit à Amiens une grosse usine où on va élever des scarabées. Alors, qu'est-ce que vous faites à élever des scarabées? Eh bien, ça va être de la protéine pour l'alimentation du bétail. Au lieu d'importer à grand renfort de coûts des tourteaux de soja qui viennent d'Amérique du Sud, c'est à partir de ces protéines-là qu'on donne de l'alimentation pour le bétail. C'est un chantier pharaonique, hein. C'est une usine qui coûtera plus de 100 millions et nous finançons cette usine-là. Elle devrait être terminée à peu près en septembre de cette année, en 2022, et commencer à recruter à peu près 300 personnes. Alors on a souvent parlé de ces startups françaises qui créent en France et puis partent chercher des financements aux États-Unis parce qu'elles ne trouvent pas les financements en France. Est-ce que ça, on commence à s'améliorer là-dessus? Je vous pose la question à tous les deux, Alexandre Sobo, Olivier Sichel. La France était connue pour que l'écosystème du démarrage de la start-up soit très bon. Avec la monétisation du CIR, les différents dispositifs de soutien et de financement. Et on avait une difficulté dans la partie, ce qu'on appelle scale-up, c'est-à-dire quand l'entreprise grandit, et notamment les start-up industrielles. Olivier Sichel l'a très bien dit, Insect, c'est des centaines de millions d'investissements quand on passe de l'idée à la réalisation. Et donc, il faut un écosystème. Quand on se projette il y a 5 ou 10 ans, c'est vrai que dès qu'il fallait des montants significatifs, ils étaient beaucoup plus faciles à lever et à trouver dans le monde anglo-saxon. Donc, oui, pas seulement à l'échelle, aussi parce que l'écosystème, la façon dont les millionnaires et les milliardaires étaient incités à investir, la fiscalité sur la prise de risque qui permettait quand on perd, d'imputer les gains sur les pertes, sur les profits, les gains et les pertes l'un sur l'autre au titre de personnes physiques. Il y avait plein de dispositions qui avaient créé un écosystème. Et donc là aussi, on s'en inspire. Il y a des règles qui ont été modifiées depuis 4-5 ans et les choses s'améliorent. L'engagement de la BPI et de Nicolas Dufour participe. Aujourd'hui, on voit que ça va mieux. Mais il y a encore, si on se compare au monde anglo-saxon, aux États-Unis en particulier, on a encore du chemin. Nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, le président de France Industrie, Alexandre Sobo. Je vous propose maintenant d'enfiler votre casquette de coach.